Ludovic, je te donne la parole. Ouais, c'est parti. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ok, Oui. super, nickel. Donc moi, c'est Ludovic, effectivement. Donc, pour me présenter très rapidement, ça fait depuis toujours que je travaille dans le groupe EDF. Je ne sais pas si nos amis québécois et québécoises connaissent EDF, mais en gros, c'est Électricité de France, hein, et toujours dans la branche de production hydroélectrique, donc on va dire Hydro-Québec français, quoi. Même si Hydro-Québec a des installations bien plus grosses que les nôtres. Voilà, je vais vous parler d'une démarche qui a été lancée en 2017. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle s'est lancée, qui s'appelle la démarche Opal. Hein. On n'est pas très, on n'a pas réinventé la poudre, et qui depuis s'est structurée, a grossi, a fait plein de petits. On appelle ça Osons la confiance maintenant. Pourquoi cette démarche? Bon, je pense que ça, vous connaissez le contexte, hein, dans toutes les boîtes, le contexte de désengagement, perte de sens, perte d'attractivité, etc. Et du coup, en 2017, le groupe EDF a fait appel à 7 candidats managers volontaires motivés pour faire un test pendant 1 an sur des modes de fonctionnement un peu différents. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, moi, j'étais prêt à démissionner d'EDF parce que, en tant que jeune manager sur des barrages, je trouvais que ce qu'on attendait du manager et du management ne correspondait pas à ma raison d'être et à ma philosophie. Et j'étais un peu frustré. Et en fait, comme il n'y a peut-être pas de hasard, cet appel à candidature a fait tilt, a fait mouche. J'ai candidaté, j'ai eu la chance d'être retenu donc, parmi les 7 équipes bêta-testeuses du groupe. Donc, le groupe EDF, c'est 160 000 personnes à peu près, pour pouvoir tester cette démarche Opal. Voilà. Et depuis, ça a fait beaucoup de petits. Au bout de moins d'1 an déjà, ça fait beaucoup de petits, puisque maintenant, on est près de 2000 équipes à s'être officiellement lancées dans ce type de démarche-là. L'écosystème s'est vachement structuré aussi en interne. On a des acteurs internes qui s'occupent de porter la transformation avec des ressources diverses et variées. On aura l'occasion d'en parler. Et moi, depuis 2 ans et demi, depuis 2019, je ne suis plus manager opérationnel, mais du coup, j'accompagne la transformation managériale et culturelle au sein de la production hydroélectrique d'EDF, et puis plus largement au sein du groupe, parce qu'on est très en lien les uns avec les autres. Opal chez nous, c'est quoi? Je ne vais pas vous faire une histoire d'Opal, parce que vous connaissez tous Opal. Et d'ailleurs, je suis un peu. J'espère que je vous apporterai quelque chose parce que j'ai l'impression que vous êtes des experts déjà, enfin beaucoup en tout cas, dans tout ce qui est Opal et des démarches libérées. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que la démarche, elle est née en 2017 d'une vraie conviction ultra profonde. Ça transpirait des dirigeants qui ont porté cette démarche-là chez nous. Vraiment, ça transpire chez toutes les personnes qui accompagnent cette transformation-là. Parce que nous, on est convaincus qu'il est non seulement nécessaire, mais surtout vital. C'est une question de vie ou de mort pour nous, EDF. Pour les Français, vous savez qu'EDF, enfin nous en tout cas, il y a quelques 10-15 ans, EDF paraissait immortel. Maintenant, on se rend compte que le groupe EDF est loin d'être immortel. Et pour nous, la survie passe notamment par cette transformation managériale, culturelle, qui nous permettra de mieux résister et de s'adapter au contexte externe. Voilà, donc nous, on est convaincus que le plaisir au travail, l'engagement, etc., tout ça, ça passe par la confiance, par l'autonomie et par la responsabilisation des acteurs. Ça, je ne vous apprends rien. Ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on a organisé cette transformation Opal autour de 4 ou 5 maintenant gros chantiers, grosses briques que l'on propose à nos managers. Donc, on n'est pas sur le même découpage Opal comme de Frédéric Laloux avec ces 3 étapes-là. On fait un peu différemment. Mais en gros, on va travailler sur la gouvernance et la prise de décision, donc comment revisiter finalement les modes de prise de décision pour les remettre au bon niveau sur le terrain, pour mieux déléguer, etc. Le deuxième gros pavé, c'est l'organisation du travail, donc c'est comment mieux travailler et mieux collaborer ensemble. Donc là-dessus, il y a tout ce qui est communication, il y a tout ce qui est simplification, les organigrammes, les fiches de poste, hein, voilà, toutes ces thématiques-là. On a une thématique sur les espaces de travail qui est plus ou moins prépondérante en fonction des métiers. Sans aller jusqu'à dire que la géographie fait l'histoire, je ne vous apprends rien non plus. Vous savez bien qu'un espace de travail adapté qui donne envie de s'y mettre, c'est plus motivant que certains de nos espaces qui ressemblaient plus à des hôpitaux ukrainiens des années 60, quoi. Enfin, chez nous, en tout cas, c'était le cas. Donc voilà. Et puis le dernier pavé, c'est mon préféré, moi personnellement, qui touche plutôt au champ RH, avec la montée en compétences, la reconnaissance, le recrutement, voilà, toutes ces thématiques-là, un peu plus ressources humaines, mais qui pour moi sont super intéressantes à creuser.
Voilà pour la démarche Opal ou Hydropal ou Osons la confiance, peu importe, telle qu'elle est née chez nous et telle qu'elle a été créée en 2017 dans le groupe. Alors, c'est une démarche, hein, chez nous en tout cas, qui est basée sur 3 gros principes. C'est une démarche qui est progressive et qui est, comment dire, basée sur le volontariat. Ça nous semblait évident qu'on n'était pas là pour changer de noir de passer de blanc à noir, de noir à blanc. On avait un mode de management qui était très paternaliste, très directif, très descendant. On n'allait pas obliger tout le monde à changer de fusil d'épaule du jour au lendemain avec le fusil sur la tempe. On veut vraiment faire en sorte que la démarche, la transformation, elle ne soit pas vécue comme une imposition descendante. Vraiment, on veut que ça soit, on veut donner envie, on veut provoquer le déclic, on veut réussir à faire provoquer le déclic chez nos managers pour faire en sorte que l'effet tache d'huile se fasse naturellement. Voilà, ce qui forcément nous prendra plus de temps, mais qui nous paraît être plus bénéfique dans la durée. Le deuxième point, c'est le rythme adapté. On n'est pas une démarche type lean management, comme c'est le cas dans d'autres démarches au sein d'EDF. On a vraiment des démarches type lean, où là, pendant 12 semaines, on balance un truc, il faut y aller, il faut faire toutes les étapes, et puis au bout de 12 semaines, on est censé être bon. On est vraiment là pour s'adapter à chaque profil d'équipe, à chaque profil de collaborateur, à chaque profil de manager, parce qu'ils ont tous des contextes qui sont forcément différents. Et enfin, pas de processus formel. Là, encore une fois, on n'est pas dans le lean management. On va proposer différentes briques, on va proposer différentes matières, différentes manières d'aborder le problème. On va se positionner, nous, en tant que facilitateur ou en tant que coach ou en tant que consultant, ça dépend des équipes et des besoins, pour leur apporter finalement un appui qui est vraiment adapté à leur contexte. Et enfin, cette démarche-là, on l'a construite chronologiquement avec toute une offre de services qui s'est étoffée petit à petit derrière. En 4 gros pavés, donc déjà acculturer, sensibiliser et donner envie. Donc on est vraiment dans le donner envie. Comment est-ce que j'arrive à parler aux managers et aux collaborateurs, aux dirigeants, aux directeurs, à n'importe quel niveau hiérarchique, pour leur faire connaître déjà que ce type de démarche, pour leur enlever un peu les œillères qu'on a depuis un certain nombre d'années chez nous, et puis pour leur donner envie de franchir le pas et puis d'essayer, d'oser la confiance, simplement. Ensuite, on a la deuxième étape, qui est de lancer de manière effective les collectifs qui ont levé le doigt. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme premier pas avec eux? Comment on les aide à avancer et à prendre confiance petit à petit dans le fait que oui, ils peuvent changer les choses déjà à leur niveau et qu'on peut faire des choses super intéressantes déjà rien qu'en réfléchissant avec son équipe et son collectif sans avoir à changer l'ensemble du processus national, l'ensemble des rouages bureaucratiques du groupe, etc. etc. Après, il y a le troisième gros pavé qui est, je pense, le plus gros, qui est l'accompagnement dans la durée. Comment faire en sorte que le soufflet, il ne retombe pas, parce que ça, c'est un vrai travers, un vrai problème qu'on va avoir. On en parlera un peu après. Passer une phase ultra dynamique où tu as beaucoup de personnes qui se lancent, à un bout d'un moment, tu as un essoufflement que l'on constate au niveau des équipes et des collectifs, au bout de quelques mois parfois, parce que tu es rattrapé par les injonctions paradoxales, parce que finalement ton équipe t'en met plein la gueule, parce que c'est pas si facile que ça, bref, et parce que les bénéfices en termes de performance sont peut-être plus ou moins visibles en fonction des équipes. Donc comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans la durée? Et enfin, la dernière thématique qui est sur l'ancrage et la pérennisation. Là, on va parler de comment est-ce qu'on leur donne confiance dans le fait que ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain et que dans 2-3 ans, on ne parlera pas d'une nouvelle lubie à la mode, qu'on n'est pas dans le pink washing, en gros, quoi. Comment on fait aussi pour faire en sorte que quand un manager change de poste, si le nouveau manager il arrive, il ne détruise pas complètement ce que l'ancien manager a bâti avec l'équipe, parce que là, ce serait vraiment catastrophique. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur ces interfaces-là, ce qui est pas forcément évident. Voilà, donc 4 gros pavés, avec dans ces pavés-là, plein d'offres de services, plein d'outils, plein de toolbox que l'on active en fonction des besoins auprès des managers ou auxquels ils ont accès directement d'ailleurs via des sites internet, des formations en ligne, etc. etc. Voilà, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout vous montrer là-dessus justement, mais si vous avez des questions d'ailleurs, je pense qu'on en parlera après, mais vous pourrez me les poser ultérieurement si on n'a pas le temps d'y répondre via LinkedIn ou alors via mail tout simplement. Alors moi du coup, je vais me focaliser sur 2 gros points
dans ma présentation. Il me reste 14 minutes, je le vois. Ne t'inquiète pas, Odile, je gère. D'abord, sur les premiers pas. Donc, les premiers pas, on est plutôt sur la phase lancement, juste après l'acculturation. Comment est-ce qu'on a réussi à donner confiance aux managers dans leur capacité à changer les choses et comment on les guide un petit peu, parce que souvent, ils sont un peu paumés quand même. Et puis aussi sur comment est-ce qu'on fait pour tenir un petit peu dans la durée, pour animer un peu et faire en sorte que justement, ce soufflet, il ne retombe pas dès la sortie du four, quoi, tout simplement. Alors, autour de la thématique donner envie et rassurer sur les premiers pas et les accompagner, on a 3 gros outils. On utilise 3 gros outils qui ne seront pas forcément nouveaux pour nous, mais moi, je vous donne un petit peu mes outils préférés. Parce qu'en tant que manager, moi, j'aime bien avoir des outils concrets. Je suis ingénieur à la base et c'est bien les beaux discours, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, qu'est-ce que je fais avec mon équipe? Alors, on fait 3 choses avec les équipes. La première chose que l'on fait, c'est en tant que facilitateur, on intervient, on les aide à définir. Alors, on parle beaucoup de raisons d'être en ce moment. On essaie d'être un peu plus terre à terre avec les équipes parce que parfois, elles ont du mal à saisir cette notion-là. Nous, on leur parle de mission fondamentale, de cœur de mission. Et on les aide à formuler avec leur collectif, avec leurs collaborateurs, finalement, c'est quoi leur mission fondamentale, c'est quoi les valeurs qui les drivent. Et à partir de là, ça fait vraiment le cœur du truc. Ça fait ce qu'on appelle le projet d'équipe d'ailleurs. Enfin, c'est une partie du projet d'équipe qui va pouvoir après les aider à s'aiguiller vers les bonnes thématiques à adresser au fur et à mesure que l'on avance dans la démarche. Donc ça, c'est un des premiers ateliers que l'on peut faire, l'atelier raison d'être. Ça ne dure pas une demi-heure, ça dure plus que ça. Ça, c'est juste un des slides de l'atelier, mais avec une méthode très pratico-pratique qui permet de sortir avec un truc concret, quoi. Le deuxième outil qu'on utilise énormément, je pense que vous le connaissez pour beaucoup déjà, c'est le poker délégatif. D'ailleurs, est-ce que vous le connaissez ou pas? Je ne sais pas si on peut dire oui, non, savoir si j'y passe 3 heures ou pas. On lève la main si on connaît? Ça te va? Ouais, tu me diras, tu peux me dire parce que je vois pas trop l'écran, moi, du coup, avec mes 2 écrans, là, c'est un peu la merde pour gérer. Globalement, ça connaît ou ça connaît pas? Alors, attends, je suis perdue. Tu es Christophe, tu perdu? vois, toi? Non. Putain. Oui, donc Dans là, le, effectivement, pour l'instant, il y a 4 personnes qui ont levé la main. globalement, Dans ça le, ne connaît pas. Ah, dans le ok, chat, globalement, ça ne ça ne connaît connaît pas. pas. Bon, les pokers délégatifs, alors encore une fois, c'est un outil d'animation, de facilitation super intéressant pour nous, en tout cas, surtout pour aiguiller les managers et leurs équipes, pour commencer à travailler sur la responsabilisation de manière concrète et effective, en parlant vraiment de ce qui les touche au quotidien, c'est-à-dire de leur activité. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Déjà, on détermine avec eux l'ensemble des types de prises de décision qu'ils peuvent être amenés à prendre dans leur collectif. Ça peut être une décision très macro, comme, je sais pas moi, le recrutement ou la planification budgétaire dans les 2-3 ans, comme une décision très micro, comme l'achat d'un stylo. On en arrive à ce niveau-là. Donc, tu commences à réfléchir à ça avec plein de post-it, avec toute ton équipe pour dire, bon, voilà, le recrutement, la commande, la validation, je ne sais pas trop quoi, les heures supplémentaires, tout ça, c'est les thématiques, des décisions qu'on a à prendre dans notre collectif. Premier travail. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va les amener à se positionner en 2 tours sur le niveau de délégation actuel. Et pour ce faire, on utilise un jeu de cartes que vous voyez en haut, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chacun a un petit jeu de cartes. Les jeux de cartes, c'est quoi? C'est 7 niveaux de délégation qui sont définis. Le niveau 1 étant le plus directif, en gros, c'est le manager qui a pris la décision et les autres ferment leur gueule. Et le niveau 7, c'est le plus délégatif. En gros, le collaborateur a pris une décision, il n'en informe même pas forcément le responsable ou le manager. Après, le niveau 4, c'est le milieu, c'est-à-dire qu'il y a un accord commun entre les deux. Et dès qu'on passe au niveau 5, c'est plutôt le collaborateur qui a la main. En dessous du niveau 3, c'est plutôt le manager qui a la main. Enfin, voilà, il y a ces 7 nuances-là. Et après, les 2 tours que l'on fait, c'est premier tour, aujourd'hui, d'après vous, on a quel type de mode de fonctionnement pour cette prise de décision-là, pour le recrutement, pour l'affectation de l'activité, etc. Premier tour, il y a une discussion qui s'engage parce que tout le monde n'est jamais d'accord. Et ensuite, second tour, d'après vous, quel serait le bon niveau de délégation et d'autonomie pour que vous soyez à l'aise et que vous soyez plus épanoui dans votre quotidien, tout simplement. Et là, s'il y a un écart, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action concrète pour essayer de faire pencher la balance de plus en plus vers le niveau souhaité? Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil de facilitation qu'on fait dans les équipes assez régulièrement et qui apporte beaucoup, qui permet finalement d'ouvrir des champs en se focalisant sur 2-3 types de décisions. Le recrutement, par exemple, comment est-ce qu'on peut recruter différemment? L'affectation d'activité, un gros sujet chez nous. Comment est-ce qu'on peut affecter l'activité de manière plus ouverte et plus libérée? Et après, une fois qu'on a ouvert un peu la boîte de Pandore, on les aide à avoir des idées nouvelles et à les mettre en place et à les tester.
Dernier gros outil qu'on utilise pour faire les premiers pas avec les managers, c'est très simple, hein. C'est un diagnostic. Alors chez nous, on utilise l'outil Open Decide. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être que certains d'entre vous, en tout cas les Français, le connaissent. C'est une entreprise toulousaine qui l'a développé, qui maintenant l'a vendu à Orange, à EDF, enfin avec plein de grosses boîtes quand même, et qui permet de faire des diagnostics assez fins auprès des collectifs, justement sur les modes de management désirés et actuels. C'est un peu comme le poker négatif finalement. Et puis qui surtout donne après accès à concrètement qu'est-ce que je peux faire pour intégrer les nouvelles recrues différemment. Il y a plein d'exemples après qui s'affichent en fonction des entreprises, comme une espèce de boîte de ressources, de bonnes pratiques. Bref, c'est assez complet, c'est parfois même assez ardu, mais c'est un outil que l'on peut proposer à nos collectifs pour essayer de faire les premiers pas. On n'a pas bien compris le nom. Open Decide, il est écrit sur le truc là. Ah merde, attends, j'ai pas passé la slide, c'est vrai. Oui, on n'a pas passé ça. Parce que j'ai mes deux écrans, du coup, je me disais mince, et pourquoi il ne voit pas? Voilà, c'est Open Decide. D'accord, définition des objectifs, ok. Bon, ça, c'est un des premiers trucs. Ensuite, là, si je parle plus de comment est-ce qu'on rassure les managers et qu'on les fait tenir dans la durée, là encore, on n'a pas inventé la poudre, hein. On n'a pas fait des choses complètement nouvelles. On parlait dans un des groupes de présentation là, de cercle de partage de pairs, je ne sais plus comment tu disais ça exactement. Nous, on appelle ça les cercles managers ou les PEX, les partages d'expérience manager. Et en gros, les managers qui se sont lancés dans ce type de démarche-là, sur une même plaque régionale, en tout cas, dans une même région, on les met ensemble 2-3 fois par an sur une journée et on fait du codev, rien de surprenant, mais ça fait toujours du bien le codev, surtout que certains ne connaissent pas. On leur fait partager leurs bonnes pratiques, on discute sur les freins, sur les difficultés, on s'ouvre à l'externe avec des interventions de grosses boîtes similaires. Chez nous, par exemple, on bosse beaucoup avec la SNCF, donc les chemins de fer français, qui finalement une structure et un passif et une culture un peu similaire que chez nous à EDF et les mêmes difficultés. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien et qui permet de s'aérer un peu l'esprit. Pour rassurer les managers aussi, on a les dirigeants qui essayent de montrer l'exemple. Donc là, on va parler d'exemplarité et d'authenticité, super important, parce qu'un escalier, ça s'aspire par le bas, mais ça se balaye par le haut aussi. Et nous, dans la démarche, on a commencé à aspirer par le bas, mais au bout d'un moment, il fallait quand même balayer par le haut. Et donc, on a des dirigeants qui essaient de montrer un peu l'exemple, qui font notamment des 360 degrés, des évaluations ouvertes à l'ensemble des collaborateurs pour se remettre un petit peu en question au niveau de leur leadership et pour pouvoir après essayer de modifier, de prendre des engagements auprès des collaborateurs pour être un peu plus ouverts et libérés dans leur mode de fonctionnement. Autre chose que l'on fait auprès des managers pour les rassurer sur la suite, là, si on parle de la succession du nouveau manager, le jour où le manager libéré… Vous ne passez toujours pas les slides, là? Juste... Non, c'est toujours le même, c'est pareil. Ah, pardon, d'accord, ok. Bon, dommage. Je raconte une histoire, non, je n'ai pas. Oui, donc pour ce faire, on a changé aussi les critères de sélection des viviers de futurs managers potentiels. Donc, pour que lorsqu'on choisisse des potentiels futurs managers, on soit sur les bons critères pour faire en sorte d'avoir un mindset qui puisse convenir. Il me reste 6 minutes 20. Alors, quelques résultats. Ouais, ça marche. Les résultats, c'est que ça marche tout simplement, hein. Même si à chaque fois, on nous dit quels indicateurs particuliers que vous avez mis en place, aucun. On n'a pas sorti de nouveaux indicateurs, puis on ne saurait pas lesquels sortir. On utilise des indicateurs qui sont déjà exploités tous les ans. Donc, l'engagement, c'est le maillot EDF, l'accidentologie et l'absentéisme. Donc, 3 trucs super simples à sortir. Et derrière ces indicateurs-là, oui, il y a de l'argent forcément, en tout cas sur tout ce qui est absentéisme et accidentologie. Donc, à chaque fois, nos équipes qui s'engagent sont au-dessus des autres équipes, entre guillemets, classiques. Ce qui a bien marché, ce qui fonctionne bien chez nous, alors ce qui a bien marché déjà, c'est de se reposer sur des personnes internes dans le groupe. On est un groupe EDF qui a une certaine force, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais du coup, on a pu recruter en interne et créer des accompagnants légitimes, entre guillemets, d'un point de vue technique, qui connaissent la culture de l'entreprise, pour pouvoir porter cette transformation-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché et je pense qu'il y a un gage de réussite. J'enchaîne. Alors, en termes d'enseignement, je dis ça a bien marché, ça marche bien, on a de plus en plus d'équipes, on a des bons résultats, oui, mais ce n'est pas si facile que ça, vous l'imaginez bien, en tout cas dans un grand groupe comme le nôtre.
Là, je vous ai ressorti la courbe de la hype qu'on utilise souvent pour l'innovation technique, qui pour moi correspond complètement aussi à l'innovation managériale, parce qu'on s'est rendu compte que oui, on a eu quand même une grande phase où il y a beaucoup d'équipes qui se sont lancées, hein, c'est la phase ascendante avec un nombre, voilà, c'est une grande bonne dynamique, et qu'après, dans le temps, on arrive ça commence à clapoter un petit peu. Donc c'est là où on essaie d'adapter justement en fonction des différentes phases notre offre de service pour que la phase d'accompagnement, etc., elle permette de relancer un peu la dynamique et que la pérennisation permette de faire en sorte qu'on ait une courbe qui se stabilise à un niveau correct. Mais c'est vrai que les 2 premières années, c'était une vraie dynamique. Après, au bout d'un moment, tu racles les fonds de tiroir au niveau des managers ultra motivés et du coup, essayer de motiver des personnes qui sont un peu moins motivées à la base, c'est un peu plus dur pour donner envie, quoi. Ça, on l'a vécu au quotidien. Autres enseignements, quand même, ce qu'on a appris, je ne vais pas tous les faire, mais en gros, le fait qu'on soit sur un mode de volontariat fait que forcément, qu'on essaie de faire confiance aux équipes pour y aller toutes seules, sans être trop intrusif en tant qu'accompagnateur du changement, on est dans un mode un peu attentiste et parfois ça nous a créé quelques surprises avec des équipes qui se lançaient puis après finalement ne faisaient plus grand chose et puis nous on n'osait pas aller vers elles parce qu'on disait on ne va pas être intrusif dans leur... Enfin, bref. Ce mode un peu trop attentiste, on se dit peut-être parfois on aurait peut-être dû pousser un peu plus, mettre le pied un peu plus dans la porte. Mais voilà, il y a un petit jeu d'équilibriste à faire qui n'est pas forcément évident, mais on essaie d'y aller quand même. Sur la subsidiarité et la transfo systémique, ça on rejoint ce que disait Lalou, hein, c'est sûr que là on arrive à un nouveau plafond de verre dans notre transfo où on a réussi à toucher les managers des managers. On est en train d'essayer de faire changer le mindset des dirigeants, donc vraiment les personnes qui ont les commandes. Du coup, pour demain, sur quoi on veut continuer à travailler nous pour aller plus loin et pour faire en sorte qu'on bascule du bon côté de l'histoire et que le rapport de force il se fasse en notre faveur. On s'est rendu compte que les encadrants, donc ceux qui n'étaient pas managers officiellement, mais qui pourtant avaient des postures d'encadrement de manière opérationnelle, avaient été un peu laissés pour compte, et que si on ne les faisait pas monter en compétence au niveau des postures, du leadership, de la responsabilisation, etc., ça allait être compliqué pour vraiment pouvoir libérer le système. Donc on a créé un cursus spécifique pour ces personnes-là, pour les faire monter en compétence sur ces postures-là. On essaie de changer les modèles mentaux des dirigeants. Ça, c'est un gros pavé. Il y a des bouquins qui existent là-dessus. On essaie de les appliquer, mais pour l'instant, honnêtement, on a encore un peu de mal. On a un gros travail à faire aussi sur la collaboration aux interfaces, parce que la démarche Opale, telle qu'on l'a faite chez nous, on s'est concentré sur le fonctionnement interne de l'équipe. Comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on recrute, quelles décisions, comment on prend les décisions chez nous, etc. Mais on ne s'est pas vraiment occupé des interfaces entre les différentes équipes dans le système. Et là, il y a un gros travail à faire parce que la performance, elle se fait aussi beaucoup aux interfaces entre les équipes dans le système, clairement. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on essaie, au niveau sociologique, là, de travailler à la notion de pouvoir et d'équilibre de pouvoir. Parce que quand on responsabilise et qu'on décentralise les choses, certaines personnes se sentent lésées. Et comment est-ce qu'au niveau de la répartition du pouvoir, on les aide à accepter ce nouvel équilibre pour conduire le changement jusqu'au bout. Voilà, ça fait 25 minutes pile